Allez, cette question à présent, qui peut paraître un peu décalée pour certains, mais vous allez comprendre pourquoi. Est-ce qu'une correction sur le marché obligataire est envisageable et possible à court terme? Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier Ringard, directeur des investissements de Neuflize OBC, ravi de vous retrouver ici. On a Reuters qui fait donc ce sondage, cette enquête auprès d'investisseurs spécialistes et des marchés obligataires. Plus de 60% jugent probable un mouvement de vente sur les marchés obligataires d'ici 3 mois. Et là, je me dis, si une majorité l'anticipe, c'est que ça n'arrivera pas. Non, mais c'est vrai ou pas? Au-delà de la blagounette. Non, mais on a déjà vu un petit mouvement contre-intuitif au cours de ces dernières semaines. Ouais, mais il n'y a plus rien. On est à 1,50 sur le 10 ans américain, on est à 20 points de base sur la dette française à 10 ans. Il y a no stress, donc c'est ceux qui nous regardent doivent se dire mais c'est quoi la Jaco, c'est quoi cette question totalement décalée? Voilà, après, encore une fois, quand on voit ce sondage, moi, cette idée d'émission, enfin cette idée de chronique m'est venue quand j'ai vu ce sondage Reuters. Je ne pensais pas qu'autant d'investisseurs obligataires imaginaient un crack, de vive tension sur les marchés obligataires d'ici 3 mois. C'est après-demain, quoi. Non, mais je pense qu'il y a deux éléments à retenir. Premier élément, on a déjà eu un phénomène de correction sur les marchés obligataires depuis la fin de l'année dernière. Ouais, on a eu un 10 ans américain qui est passé de 0,5 à 1,80. Donc on a eu déjà ce premier mouvement. On est à 50 là. Aujourd'hui, on est à 1,50. Deuxième élément à retenir, on a une banque centrale américaine qui, il y a de ça une dizaine de jours, a dit qu'elle allait remonter potentiellement ses taux plus tôt que prévu. Et le taux 10 ans américain n'est pas monté. Voilà. Il est descendu sous les 1,50. C'est totalement contre-intuitif tout ça. Totalement. Non mais c'est vrai, hein. Ça en perd son latin, quoi. Effectivement. Et alors là, il y a beaucoup de subtilité. D'ailleurs, les investisseurs obligataires sont des gens subtils. Que se sont-ils dit? Ils se sont sans doute dit que la Banque centrale américaine allait trop vite. Ils ont sans doute trop vite. Allait trop vite. On le reproche d'aller trop lentement? Non, allait sans doute trop vite, au sens où tout durcissement trop rapide de la politique monétaire américaine pourrait avoir comme conséquence de faire ralentir la croissance économique américaine. Et cet élément de réflexion de la part de l'investisseur obligataire, il n'est pas nouveau. On l'a déjà eu dans le passé. Rappelez-vous tous les quantitative easing qui ont été menés par la Banque centrale américaine. Lorsque la Banque centrale américaine arrêtait son quantitative easing, le taux 10 ans américain ne montait pas, il retombait. Pourquoi? Parce que les investisseurs considéraient que l'économie américaine avait besoin de quantitative easing pour continuer de progresser. Donc les plus de 60% se gourrent, à vous écouter. Donc les plus de 60% de gérants obligataires se trompent potentiellement si on considère... C'est Olivier Ringard qui a raison. Si on va voir. C'est quoi si vous considérez que l'élément monétaire est l'élément le plus important pour déterminer l'évolution des taux longs, dans ce cas-là, vous avez des chances de vous tromper. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte et aujourd'hui, il y a la question de l'inflation. Et la question de l'inflation, elle est cœur pour savoir... Elle n'est pas tranchée, hein. C'est un débat qui divise tous les gars comme vous, les économistes, les experts des marchés. Vous êtes donc dans quel camp? Pour vous, l'inflation... Justement, on est dans l'entre-deux pour l'instant. Ah oui, d'accord. Voilà. Et ce que l'on non, mais ce que l'on dit, en fait, c'est la chose suivante. Premier élément, l'inflation à très court terme, c'est-à-dire au cours des 2-3 prochains mois, risque d'être encore plus forte qu'anticipée. On l'a vu déjà, hein, depuis le début de l'année, on a eu une inflation plus forte qu'anticipée et on risque d'avoir encore ce phénomène. On parle uniquement aux États-Unis. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, d'ici à la fin de l'année, l'inflation va commencer à ralentir aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les éléments qui ont généré cette forte inflation vont progressivement s'estomper. Quels sont ces éléments? Il y en a deux. La demande, qui a été extrêmement forte. Vous avez pu voir que la consommation a été très très puissante au cours de ces derniers mois et elle a été tirée, poussée par les soutiens budgétaires et par les chèques distribués par l'État américain. Deuxième élément, l'offre a été confrontée à des formes de goulot d'étranglement. Et donc on a eu ces chiffres d'inflation qui ont été très forts. Normalement, le soutien budgétaire va progressivement diminuer. On va donc avoir une demande qui va ralentir et l'offre va s'ajuster. Donc l'inflation va revenir à des niveaux plus convenables. Donc l'inflation revient en début d'année vers des niveaux 3,5 plus convenables. Sans doute en dessous des 3 à l'horizon mi-2022. Donc no stress, no soucis. À vous écouter. À moyen terme, pas de stress, pas de grands soucis. Mais donc alors, à court terme, 3 mois, est-ce qu'on peut avoir, parce qu'on aura des chiffres d'inflation meilleurs que prévu, d'activité meilleure que prévu, ça peut instiller un peu le doute et donc avoir des tensions sur les marchés de taux, notamment l'été. Ce ne sera pas les chiffres meilleurs que prévu, mais ce ne seront pas les chiffres d'activité meilleurs que prévu, mais ce seront deux statistiques à regarder de très près, le marché de l'emploi et la statistique d'inflation. Si vous avez des statistiques de l'emploi qui sont plus fortes que prévues, ça signifie que potentiellement vous avez un marché de l'emploi américain
qui est l'un des objectifs de la Banque centrale américaine, ouais. qui s'améliore de manière plus rapidement que prévu. Et ça peut donc alimenter des anticipations de durcissement de la politique monétaire américaine plus tôt que prévu. Et puis l'autre élément, on vient d'en parler, c'est le chiffre d'inflation. Donc ce sont les deux statistiques à surveiller de très près pour savoir si on a un risque de tension sur les taux longs cet été. Ce qui risque d'être le cas, puisqu'on dit que ça repart très fort. Ce qui risque d'être le cas. Et donc de générer des tensions sur les marchés. Et donc, in fine, de générer. Enfin, on parle de tension, on parle de quoi? De 10, 20, 30 points de base, c'est ça? Ça peut être. On peut parler d'une cinquantaine de points de base. Ah, ce qui n'est pas rien. 50 points de base. Ça nous ferait remonter le taux de 10 ans américain autour de 2%. Oui. C'est quelque chose de possible pour les. On peut aussi imaginer cette cacophonie qu'on voit un petit peu d'ailleurs au niveau de la Fed. On a entre ce que nous dit les propos rassurants de Jérôme Powell et d'autres, pas lieutenants, mais d'autres responsables de la Fed. On a parlé longuement ici de James Bullard, le président de la Fed de St. Louis, qui voit l'inflation durer plus longtemps que prévu. On se dit que cette cacophonie, ça peut rendre nerveux ces déclarations contradictoires et générer du bruit blanc, enfin du bruit et donc de la tension sur les taux. Ça va sans doute continuer de générer on va sans doute continuer à avoir du bruit. Et d'ailleurs, si vous regardez attentivement le dernier comité de politique monétaire et les projections de taux données par les 18 banquiers centraux américains. Ouais. Sur les 18 banquiers centraux américains, vous en avez quand même 7 qui anticipent en 2022. Que la hausse des taux pourrait avoir lieu en 2022. Enfin, 7 sur 18, il reste minoritaire. Mais... Oui, mais c'est quand même 7 sur 18. Donc c'est un premier élément de différence de vue au sein du comité de politique du comité de politique monétaire. Et ces divergences de vues peuvent continuer de s'entretenir et de perdurer parce que nous aurions des statistiques de l'emploi qui continuent de s'améliorer, parce que nous aurions une inflation qui reste relativement forte au cours de ces prochains mois et qui, d'une certaine manière, entretient un peu ce flou. Le paradoxe, quand je vous écoute, Olivier Ringard, c'est que quand la Fed, la Banque centrale, annonce son tapering, donc son calendrier de réduction des achats d'actifs, les marchés de taux, les taux longs, ont tendance à baisser. Tout à fait. Ça, historiquement, c'est prouvé, on est bien documenté, c'est étayé. C'est pas au moment de l'annonce, mais au moment du début de l'arrêt. Donc plutôt début 2022. Donc début 2022, les taux commencent à baisser. Ouais. Annonce a priori à l'automne. Il y a un calendrier qui d'ailleurs, Reuters sonde aussi les investisseurs obligataires et 75% pensent que la mise en œuvre du tapering commencera à partir de début 2022, mais que le calendrier sera annoncé pour le coup plutôt en septembre. 75% dans les deux cas. Oui, nous avons à peu près la même mainstream. La même vision, avec un comité de politique monétaire qui doit encore se tenir fin juillet et qui devra sans doute permettre à la Banque centrale américaine gagner un peu de temps encore. De communiquer sur l'élément suivant. Nous avons commencé à discuter du tapering et une annonce qui devrait avoir lieu. Là, la formule, c'est on a discuté de la discussion, c'est ça, hein? Oui, j'ai même du mal à la répéter tellement elle est fine. En même temps que les stratèges, on finit là-dessus, Olivier Ringard, mais quand on interroge encore une fois ces stratèges obligataires, à horizon 1 an, ils voient les bons du Trésor américain à 2%. 50 points de base de hausse d'ici un an, enfin ça va, quoi. Il y a pas on ne s'excite pas, quoi. Je veux dire, c'est limite un non-événement, quoi. Non, mais généralement, le consensus des économistes a une image d'un... Ah, c'est les gérants obligataires, c'est pas les économistes. Sur les gérants obligataires. Ouais. Alors les gérants obligataires suivent peut-être les économistes et ont l'image d'un ajustement linéaire des taux longs. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui ne se passe jamais. Voilà. Par contre, on est sur des phénomènes d'ajustement sous forme de tension et après de stabilisation. Au global, on se dit quoi? On se dit que pour le coup, c'est que les marchés, ça nous occupe, hein. On est tous à l'affût, encore une fois, des signaux sur ce tapering, sur le calendrier de la Fed, des banques centrales. On a le sentiment que, comme jamais, tout est bien balisé pour éviter la sortie de route, pour éviter l'incompréhension et donc des marchés taux qui seraient nerveux. Tout est fait, on ne peut pas être plus lisible, non? Puisque la Fed dit c'est passager, on a du temps, non? Tout est fait. Tout est fait pour que ça se passe bien. Le seul élément qui pourrait remettre cela en cause, ce sont des statistiques d'inflation et un chiffre de l'emploi trop fort ce qu'on peut avoir potentiellement. Qui nourrirait les anticipations de durcissement plus rapides que prévu. Et donc de la volatilité sur le marché obligataire. Et donc de la volatilité sur les marchés obligataires et par conséquent, dès lors qu'on a de la volatilité sur les marchés obligataires, un peu de volatilité sur les marchés d'actions. Voilà, il fallait qu'on parle de ce sondage, donc Reuters. Merci beaucoup. Explication signée Olivier Ringard, donc directeur des investissements de Neuflize OBC. Merci. Merci.